Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un juge qui a démissionné, c'est vrai, dans ce jury du dimanche. Il aurait pu le présider, mais bon, voilà. La répartition des rôles veut qu'aujourd'hui, il soit au banc, je ne dirais pas des accusés, mais à la barre, n'est-ce pas, pour répondre aux questions du jury du dimanche. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter ce JDD de ce premier dimanche du mois de juin 2022. iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne de télévision préférée, et iMédia SN, votre site de référence. Nous recevons donc Ibrahima Hamidou Dème. Il est le leader du parti éthique Ensemble pour le travail, l'intégrité et la citoyenneté, membre de la coalition Art Sénégal, candidat à Thiès pour les législatives de fin juillet et ancien magistrat démissionnaire, je le disais tout à l'heure. Bonjour et merci. Merci beaucoup Mahmoudou Ibra Kane pour votre aimable invitation. Vous avez dit tout à l'heure que je comparais devant le jury du dimanche, peut-être en tant que parti. C'est la deuxième fois, je vous en remercie beaucoup. Mais je suis aussi avocat. Peut-être que je comparais aussi en tant qu'avocat plaideur. Bien que je ne sois pas avocat au Sénégal, je suis avocat à la Cour pénale internationale. Donc je suis là pour plaider le droit, pour plaider la vérité dans l'intérêt du Sénégal. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par cette émission, par les listes électorales qui ont été déposées d'abord au niveau de la Direction générale des élections. Vous l'avez fait avec votre coalition Art Sénégal. Des listes qui font débat. Les dernières décisions prises, on a relevé deux faits majeurs. D'abord, la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, majorité sortante, qui a été déclarée irrecevable pour la liste des suppléants, recevable pour la liste des titulaires, je parle de la liste proportionnelle, et l'autre coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi, irrecevable pour la liste titulaire et recevable pour la liste suppléant. Comment votre coalition analyse cette décision qui ressort de l'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur? Oui, la première réaction, c'est la surprise, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que ces grandes coalitions, entre guillemets, aient des difficultés au moment des investitures. Toute l'opinion publique est au courant des difficultés qu'ont eues ces grandes coalitions, en l'occurrence Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Pour Benno Bokk Yakaar, on a noté des difficultés au niveau du parrainage et au niveau des investitures sur la liste nationale, la liste proportionnelle. Pour Yewwi Askan Wi aussi, il y avait des difficultés au niveau de l'une des plus importantes listes départementales, à savoir la liste de Dakar, et sur la liste nationale. Voilà, des difficultés qui ont surpris plus d'un. Mais la première remarque que je ferai, c'est par rapport au processus électoral. J'ai participé récemment aux élections territoriales à Thiès comme candidat. Donc j'ai pu superviser la confection des listes. Et là, je me suis rendu compte du formalisme qu'il y avait autour de ces investitures-là pour ces élections. Et des difficultés quand même que les différentes coalitions avaient pour pouvoir déposer leur liste à temps et les déposer aussi en respectant les formalités. Par là, je veux surtout faire constater qu'il y a un formalisme qui est quand même assez surprenant. Pour les listes des élections territoriales comme pour les listes des élections législatives, figurez-vous que chaque candidat, qu'il soit titulaire ou suppléant, doit faire sa déclaration de candidature. Et cette déclaration de candidature
doit être accompagné d'un ensemble de documents. Donc, chaque candidat, titulaire et suppléant, doit déposer un dossier. Donc, ce qui est extrêmement compliqué. C'est pourquoi on constate que les différentes coalitions ont du mal à déposer à temps. Vous pensez qu'il y a un rigorisme excessif? Un rigorisme excessif qui ne s'explique pas. On devrait pouvoir simplifier davantage parce que le dépôt des listes, les investitures ne doivent pas constituer un saut d'obstacle. Le processus électoral est devenu extrêmement compliqué ces derniers temps parce qu'il y a le parrainage, il y a la caution. Et si on continue avec ce formalisme, cette bureaucratie, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Mais ce formalisme-là, certaines coalitions qui sont moins connues en ont fait les frais. Malheureusement, ils ont été éjectés, donc ils sont restés au bord de la route. Mais c'est parce que ça concerne la coalition au pouvoir et l'une des coalitions les plus représentatives de l'opposition que ça commence à véritablement poser problème. Je pense que quelle que soit l'issue du contentieux électoral, au sortir de ces élections législatives, on doit poser le débat sur la nécessité de simplifier davantage le processus électoral sénégalais, mais qui est oui, très, très compliqué. Qu'est-ce que vous préconisez en tout cas concernant les deux coalitions, Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi? Qu'on applique la loi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des coalitions, dont certaines sont même connues, qui ont fait les frais de cette procédure rigoriste. La loi, elle est générale, elle est impersonnelle. On ne doit pas appliquer la loi à certaines coalitions parce qu'elles sont considérées comme étant de petites entités politiques et ne pas l'appliquer à des organisations politiques qui étaient bien placées pour pouvoir respecter la loi parce qu'ils ont des moyens, qu'ils ont des machines électorales et qui ont aussi une organisation qui pouvait véritablement les permettre de respecter la procédure qui est prévue. Appliquer la loi, ça doit correspondre à quoi? Appliquer la loi, en l'espèce, nous constatons que pour Benno Bokk Yakaar, je commence par Benno Bokk Yakaar, pour le parrainage de Benno Bokk Yakaar, nous avons tous été quand même surpris du fait que la liste de Benno Bokk Yakaar, la liste de parrainage, comportait un parrain de plus. Au lieu de 55 327, il y a 55 328, si mes souvenirs sont exacts. Il y a un minimum et un maximum qui est prévu par la loi. En l'occurrence, c'est l'article 149, L149 du Code électoral, LO 149 du Code électoral, qui prévoit les conditions. Ces trois conditions. D'abord, un minimum, c'est 0,5% des électeurs inscrits sur le fichier général. Le maximum, c'est 0,8% des électeurs inscrits sur le fichier général. L'autre condition, c'est par rapport à la présence dans au moins le parrainage d'au moins 1000 personnes dans cette région. Nous avons constaté, nous tous, que les coalitions qui n'avaient pas respecté le minimum ont été écartées. Ceux qui n'avaient pas respecté, ceux qui avaient le minimum mais n'avaient pas respecté le minimum dans les 7 régions ont été écartés. Je pense qu'en toute logique, une entité politique qui dépose un maximum
le plus du maximum devait être sanctionné au même titre que les autres. En plus clair, je pense que le parrainage de Benno Bokk Yakaar devait être déclaré invalide et que Benno Bokk Yakaar ne devait pas donc se présenter à ces élections-là comme beaucoup d'organisations politiques l'ont été. Et Yewwi, la coalition Yewwi? Pour Yewwi, là aussi ils sont... D'abord la liste de Dakar. La liste de Dakar, oui. Nous tous nous avons constaté et là il n'y a même pas de difficulté pour l'épreuve parce que on a tous vu que ce sont les responsables de ces coalitions qui ont eux-mêmes avoué que leur liste ne respectait pas la parité. La liste de Dakar en l'occurrence. Je pense qu'on va y revenir. C'est pourquoi on a été très surpris de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur ce point. Et maintenant, l'autre décision qui est assez curieuse, du moins qui est étonnante, c'est celle rendue par le ministère de l'Intérieur par rapport aux deux listes. Parce que le ministère de l'Intérieur a invalidé partiellement ces listes en validant la liste des titulaires pour Benno Bokk Yakaar et celle des suppléants pour Yewwi et en invalidant l'autre liste. C'est une décision curieuse parce que il est évident, même pour l'esprit le moins averti, qu'une liste de candidatures est composée de candidats titulaires et de candidats suppléants. C'est un tout, indivisible. On ne peut pas présenter dans une élection une liste de suppléants simplement ou une liste de titulaires simplement. Je pense que le ministère de l'Intérieur n'a pas été, le ministre de l'Intérieur n'a pas été courageux parce que la décision qui s'imposait, c'était de déclarer irrecevable du moins les deux listes. Dans leur entièreté. Dans leur entièreté. Les deux listes nationales dans leur entièreté. Je pense que le Conseil constitutionnel, qui a été saisi et qui va rendre sa décision. Vous en attendez quoi? On attend que le Conseil constitutionnel puisse rétablir la légalité, puisse dire le droit. Parce que c'est une incohérence manifeste. On ne peut pas aller dans des élections avec une liste de titulaires simplement ou une liste de suppléants. Il faut se poser la question de savoir pourquoi il a été institué une liste de suppléants qui doit être là en même temps que les titulaires. Et on s'en rend compte, il y a eu beaucoup de députés au cours de cette législature, du moins sur les listes départementales, qui ont, c'est une dizaine de députés, qui, après l'empêchement des titulaires, les ont remplacés. La liste de suppléants est instituée pour pourvoir, en cas d'empêchement, la liste de titulaires. J'ai vu des spécialistes qui se sont prononcés sur la question et qui disent que ces listes sont autonomes et qu'on peut partir dans des élections avec seulement une liste de titulaires ou de suppléants. Je ne suis pas d'accord avec leur raisonnement. Parce que les juristes raisonnent parfois par l'absurde. Si, par exemple, on prend le cas de Benno Bokk Yakaar, il y a une liste de titulaires de 53 personnes. Il devait y avoir une liste de suppléants de 50 personnes. Imaginons qu'il y ait 25 députés empêchés. C'est un raisonnement par l'absurde. Il faut qu'il y ait une situation extraordinaire, mais elle peut quand même arriver. Si on enlève 25 de 53, il en restera, je pense que moins de 25. Et là, ou bien 30, disons 30. 30, 28. 30, il en restera 28. Et si ces 30-là sont empêchés, les 28 restants ne pourront pas remplacer
les titulaires. Et là, l'Assemblée nationale ne sera pas régulièrement composée. Alors, donc, tout cela pour dire que les listes proportionnelles, ça veut dire les listes nationales de Benno Bokk Yakaar et de Yewwi, doivent, si on applique la loi électorale dans son esprit et dans sa lettre, ces listes doivent être invalidées. Alors, nous recevons dans cette émission le jury du dimanche, Monsieur Ibrahim Hamidou Dème. Il est le leader du parti éthique, membre de la coalition Aar Sénégal. Mais justement, parlons du Conseil constitutionnel dont la décision est attendue. Il y a déjà des décisions qui ont été prises il y a une semaine par le même Conseil constitutionnel qui a validé la liste départementale de Yewwi finalement, également validé la liste de Benno Bokk Yakaar en disant que l'argument qui a été brandi concernant le parrainage ne pouvait pas prospérer. Mais la question qui se pose maintenant, c'est que est-ce que le juge, en l'occurrence le juge constitutionnel, doit tenir compte de ce qu'on appelle la paix sociale au moment de rendre sa décision? Oui, la première considération, c'est, voilà, quand on a parlé de paix sociale, moi j'ai été étonné parce que je n'ai vu nulle part une crise. Et je ne peux pas voir une crise naître de l'application effective de la loi. Il n'y a pas eu de crise. On était dans un processus électoral. Certes, il y a des personnes qui pensent qu'il serait difficile de faire une élection sans que les listes des deux plus grandes entités, la totalité de leur liste ne soit pas présente. Je parle de la totalité de la liste parce que il faut savoir que leur liste nationale, la liste nationale n'est composée que de 53 députés. C'est même moins d'un tiers des députés. Il y a 112 autres députés qui sont dans les listes départementales. Donc, une coalition peut ne pas se présenter dans la liste proportionnelle nationale, mais avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Rien ne s'y oppose. Voilà. Donc, d'autre part, même si ces entités politiques étaient complètement exclues de ces élections-là, je ne vois pas en quoi le non-respect des dispositions légales par une entité politique, et ce non-respect est manifeste, nous tous nous le constatons, en quoi cela pourrait-il amener une crise? Je ne le vois pas. Parce que seule la loi protège, Mamoudou Ibra Kane. Seule l'application de la loi nous protège. Maintenant, les juges doivent, dans leurs décisions, tenir compte de certains paramètres. Oui, est-ce qu'on peut comprendre que le juge constitutionnel tienne compte justement de ce paramètre paix sociale? On ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de crise d'une part, et nous étions dans un système imparfait, un système judiciaire, mais quand même, voilà, on ne s'est jamais plaint de l'application manifestement incompréhensible de la loi. On a toujours reproché au Conseil constitutionnel de se déclarer incompétent, mais quand le Conseil constitutionnel se prononce toujours au fond, ce sont des décisions qui sont motivées en droit. Alors qu'en l'espèce, nous sommes étonnés parce que avant cela, il y a eu l'intervention de certaines personnalités de la société civile qui ont plaidé pour la recevabilité de toutes les listes. C'est à ce moment-là que, dans notre coalition, nous nous sommes dit, voilà, il faudra qu'on intervienne pour
mettre les points sur les i pour demander l'application de la loi pour tous. La loi, rien que la loi. La loi, rien que la loi. Alors, une question plus précise de Ngom Ibrahim qui nous suit à travers les réseaux sociaux. Je voudrais demander à M. Dème, en tant qu'ancien juge, si le juge ne doit exclusivement dire que le droit dans son intime conviction, ou bien il doit au préalable analyser les conséquences de sa décision avant de prononcer son verdict. Attention, je dis attention, parce qu'on est en train, depuis quelques semaines, je l'entends, mais c'est une situation qui est grosse de risques et de dangers pour l'avenir. Si, pour des considérations électorales, parce que certaines de ces personnes-là ne sont pas tout à fait neutres, c'est parce qu'elles soutiennent l'une des deux coalitions, il faut se dire la vérité. Si pour que ces coalitions-là puissent présenter toutes leurs listes pour des élections, on accepte de tordre le cou à la loi. Parce que là, c'est dire, voilà, tordons le cou à la loi, violons la loi allègrement, parce que, voilà, pour satisfaire les grandes coalitions, parce qu'on pense qu'on ne peut pas faire une élection sans Benno Bokk Yakaar ou sans Yewwi. C'est très grave et c'est très dangereux. Mais parce que le Conseil quand même a parlé d'un principe, c'est le principe de la participation. Le principe de la participation, oui, qui est consacré par l'article, oui, l'article 4 de la Constitution, la libre participation des entités politiques à ces élections-là, on devait aussi y penser quand la coalition des pêcheurs, quand la coalition Gëm Sa Bopp ou d'autres coalitions qui ne sont pas déméritants, mais qui ont été pris dans ce méandre, dans ces obstacles posés par le code électoral. Personne n'a rien dit parce qu'il s'agit de coalitions, peut-être de personnes qui n'appellent pas à l'insurrection, qui ne gouvernent pas. Moi, ce que je dis, et je répète, et là, il faudra qu'on y mette l'accent pour la pérennité de l'état de droit, parce qu'on critique à juste titre notre justice. Elle est imparfaite. Mais le Sénégal est jusque-là un état de droit. C'est jusque-là une démocratie. Avec ses difficultés, mais les institutions marchent. Si maintenant on commence à penser qu'il y a des personnes, de par leur puissance, que ces personnes-là peuvent passer à travers les mailles des filets, des intouchables. Des intouchables, je pense que ça va être très compliqué pour nous. Alors, on va revenir sur les élections législatives tout à l'heure, Ibrahim Hamidou Dème. Mais parlons un peu de ce débat qui a été encore remis sur la table après ces décisions prises par le Conseil constitutionnel. C'est en perspective de la présidentielle de 2024. Est-ce que la jurisprudence Wade en 2012 pourrait s'appliquer au cas du président Macky Sall s'il venait à déposer sa candidature pour briguer un éventuel troisième mandat? Mahmoud Ibra Kane, je suis devant quelqu'un qui a été témoin depuis un peu plus de 5 ans de ce débat sur le troisième mandat ou la troisième candidature, c'est selon. En 2017 déjà, le professeur Jacques Mariel Joanque, le professeur Babacar Gueye
ont, devant vous, appelé l'attention des Sénégalais sur le risque qu'ils couraient par rapport à une révision constitutionnelle qui a entraîné des changements qui pouvaient donc permettre à l'actuel président de se représenter. Ça, c'est depuis 2017. Moi-même, en 2019, immédiatement après l'élection présidentielle, bien avant la prestation du président de la République, j'ai fait un article pour dire, c'est un article qui était intitulé « La Constitution piégée pour un troisième mandat », pour prévenir des dangers que cette révision constitutionnelle de 2016 peut entraîner. Et là-dessus, ma première réflexion, c'est que notre classe politique n'est pas proactive. Il faut poser les débats aux moments opportuns. Je pense que le débat devait être posé plus tôt. Le débat devait être pris en charge plus tôt. Parce que dans cet article, s'il y a des personnes qui voudront bien le revoir, je disais que ce débat-là n'est pas prématuré. Parce que l'actuel président qui est réélu, si la question de cette troisième candidature n'est pas réglée, on peut courir les dangers qu'on a courus en 2011. Et qu'il fallait véritablement essayer de régler le problème le plus tôt possible. J'avais même fait 2 propositions de sortie de crise. Mais ce débat n'a pas été pris en charge parce que tous les opposants ont dit qu'il n'a pas le droit et que voilà, si ce débat-là est posé, nous allons le résoudre. Oui. Mais il fallait le faire le plus tôt. En se basant sur quand même l'article 27 de la Constitution. L'article 27 de la Constitution. Oui, en disant le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Hein, ce mandat est renouvelable, je cite de mémoire et en substance, est renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Voilà. Oui. Voilà. Donc, on est revenu à la même situation que 2011 ou 2012. La Constitution de 2001 avait entraîné un recomptage, un nouveau recomptage du nombre de mandats. La Constitution de 2016 aussi. Encore qu'on est toujours sous le régime de la Constitution de 2001. Il y a eu une révision, disons, en 2016. Mais il y a eu une oui, révision. Absolument. Et ces révisions-là ont eu pour conséquence de changer des dispositions de cet article. Autrement dit, par honnêteté intellectuelle, oui, j'avais défendu, parce que c'était le danger, en disant attention, c'est possible. Et je le dis, juridiquement, c'est possible, juridiquement, c'est défendable. Juridiquement, je ne le dis pas. Troisième candidature. Oui, juridiquement. Oui. Mais je ne le dis pas. Oui. Il faut que je sois très bien compris. Oui. Je le dis pour appeler encore les Sénégalais à être plus prudents et appeler aussi toutes les forces vives de la nation. Au sortir de ces élections législatives, il faut qu'on règle le problème de cette troisième candidature une fois pour toutes. Moi, je n'irai pas sur le terrain juridique. Oui. C'est un terrain très glissant. Il y a des juristes de bonne foi qui pourront défendre la troisième candidature comme le contraire. Des juristes de bonne foi, je vous dis. Oui, et comment régler le problème selon vous? Comment régler le problème? Oui. Je veux dire par là que cette question, il faudra interpeller le président de la République. Il était là en 2011. Il a vu tous les dangers que cette troisième candidature de l'ex-président Abdoulaye Wade a entraîné. Sa probable troisième candidature peut entraîner des dangers encore plus graves. Et
en plus de ça, ce sera un échec moral sans précédent. Parce que l'actuel président s'était prononcé. Il y a eu cette déclaration. Il a dit clairement, et ces éléments sont toujours là à notre disposition, qu'il ne fera jamais de troisième candidature. Il s'est opposé farouchement à la troisième candidature d'Abdoulaye Wade en donnant des arguments très pertinents. Je pense qu'il lui appartient en tant que président de la République, en tant que garant du respect des institutions, mais surtout, il doit éviter une faillite morale. En tant que personnalité, la première de cette nation, qui doit garantir la moralité publique. Je pense que c'est sur le plan moral qu'il faudra mettre ce débat-là et interpeller nos guides religieux, interpeller toutes les forces vives de la nation. Et je pense qu'on pourra donc régler ce problème parce que cette troisième candidature, elle sera inacceptable. Oui, est-ce que cette jurisprudence Wade pourrait se poser pour le Conseil constitutionnel? Elle pourrait se poser. Et là, de ce point de vue-là, vous nous parliez tout à l'heure du rôle du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a toujours eu, Mamoudou Ibra Kane, un rôle assez pusillanime, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le Conseil constitutionnel se limitait à une application littérale de la loi électorale, une application littérale de la Constitution, alors que tous ceux qui ont fait le droit constitutionnel savent que le droit constitutionnel est né de l'audace d'un juge qui, pour l'intérêt national, a interprété la Constitution de manière dynamique. Je pense que les sages du Conseil constitutionnel ont un rôle, tout en respectant la loi, tout en ayant à l'esprit l'intérêt général, la paix sociale. Ils devront véritablement avoir une interprétation beaucoup plus dynamique qui serait beaucoup plus dans l'intérêt des Sénégalais. Justement, le chef des sages, si on peut l'appeler ainsi, le président du Conseil constitutionnel en tout cas, Pape Oumar Sakho, a accordé un entretien cette semaine à nos confrères du Soleil et il a répondu à une question sur l'incompétence. On dit que souvent le Conseil constitutionnel est incompétent jusqu'à ce qu'un confrère titre un jour les incompétents. Mais il explique au fond que c'est souvent, c'est quand le Conseil constitutionnel est saisi par un recours en inconstitutionnalité. Il a parlé de la loi qui est là et tant qu'elle ne change pas, le Conseil, sur en tout cas ce type de recours, sera amené à pratiquement rendre la même décision en se déclarant incompétent et que c'est un débat qui ne se pose pas qu'au Sénégal, qui se pose également ailleurs. Qu'en pensez-vous? Oui, le Conseil constitutionnel doit davantage, je ne dirais pas connaître parce que ce sont d'éminents juristes qui sont là-bas, mais le Conseil doit s'inspirer des autres conseils constitutionnels. J'ai parlé tout à l'heure de l'origine de la naissance du droit constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel se limite toujours à un formalisme en déclarant certains recours irrecevables ou en se déclarant incompétent, je pense que le Conseil ne va jamais remplir son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est l'interprète de la Constitution. Il appartient au Conseil constitutionnel et au Conseil constitutionnel seulement le rôle d'interpréter la charte fondamentale de notre pays. Et pour cela, il faudra que ce Conseil
dans sa compétence, dans son travail, dans l'interprétation de la loi, soit beaucoup plus dynamique, soit beaucoup plus audacieux. Les juges doivent être beaucoup plus audacieux pour pouvoir remplir le rôle et rétablir l'équilibre. Vous savez, le rôle du juge aussi, c'est de rétablir l'équilibre. Parce qu'on a parfois un pouvoir très puissant, on a les autres partis, l'opposition qui est parfois très faible face à un pouvoir qui a tout, et le juge doit être au milieu pour rétablir la balance de manière équilibrée. Oui. Et cela doit se faire quand même en respectant la loi, mais le Conseil constitutionnel doit abandonner cette application littérale du texte de la loi. Parlons du juge par rapport à la société, par rapport à certains conflits d'ordre social, quand la société est en détresse. Je fais allusion à deux affaires. L'affaire Astou Sokhna, cette brave dame qui est décédée en couche à l'hôpital de Louga parce qu'il y a eu négligence, en tout cas c'est ce qui est présumé. Parlons également de ces 11 bébés morts calcinés à l'hôpital Mam Abdoul Aziz Sy Dabakh à Tivaouane. La justice est saisie sur ces deux affaires, mais l'impression qui se dégage pour, en tout cas, beaucoup de citoyens aujourd'hui, c'est que la justice a tendance également à tenir compte de la mobilisation que cela pourrait entraîner. Est-ce que le juge, on revient à la question de tout à l'heure, est-ce que le juge, il est concevable que le juge puisse tenir compte d'un certain nombre de choses, l'équilibre social, la paix sociale, au détriment peut-être parfois de l'application stricte de la loi? Ce n'est pas moi qui le dis, Mahmoud Ibra Kane, c'est la Constitution qui le dit. Le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Le juge, même s'il est dans un tribunal, il y a ce qu'on appelle une indépendance interne. Un juge qui a l'affaire ne peut même pas recevoir d'instruction de son supérieur hiérarchique. Voilà. Ce sont des garanties qui sont offertes aux juges pour renforcer leur indépendance. Et le magistrat doit aussi, dans son travail, faire preuve de pédagogie. Pédagogie par l'exemple. Si dans le fonctionnement de notre société, nous avons des difficultés par rapport à des négligences qui entraînent des drames, le juge doit, par pédagogie, appliquer la loi pour que de pareils faits ne se reproduisent. Parce que c'est ça le rôle d'une sanction pénale. Mais quand parallèlement l'hôpital est paralysé, qu'il y a une grève générale, des soins ne sont pas finalement même prodigués, il y a également un autre drame social qui est en train de se jouer. Le juge peut être dans une position inconfortable, oui, non? Mais cette situation-là est incompréhensible. Elle ne se... on ne peut pas l'imaginer dans les autres pays démocratiques. Qu'un juge rende sa décision et que une décision qui est fondée sur le droit et qu'on dise qu'il y a eu des grèves, des personnes qui contestent ces décisions judiciaires par corporatisme. Que faut-il faire? Oui. Que faut-il faire? C'est par pédagogie. Et là, vous savez, Mahmoud Ibra Kane, le juge, et aussi parfois les magistrats doivent être aidés par la presse. Par la presse. L'indépendance des juges français a été possible grâce à un soutien de la presse. On a un ancien collègue, le procureur, l'ex-procureur
Éric de Montgolfier, il était presque un procureur qui était inamovible parce que son statut permettait, il n'était pas juge, qu'on puisse l'affecter, que le ministère de la Justice, parce que les procureurs sénégalais ont même plus de garanties que les procureurs français. Ils peuvent être même affectés par l'exécutif. Mais là-bas, il a un soutien de la presse. Et quand la presse, même dans le cas des listes électorales dont nous parlions, quand des journalistes disent que ce n'est pas possible que telle ou telle formation politique ne puisse pas participer à des élections, quand des journalistes mettent dans la tête de l'opinion nationale qu'on ne doit pas sanctionner un médecin, qu'on ne doit pas sanctionner un infirmier, quel que soit... Qu'on ne doit pas sanctionner aussi, oui, même une personnalité politique. Une personnalité parce politique. Parce que ça commence par là. Parce que souvent, ce sont les dossiers qui ont une connotation politique aussi qui posent ça plus devient problème. Très compliqué. Oui. Ça devient très... Et c'est cette situation qui entraîne ces dysfonctionnements-là dans la société. Ou toute autre personnalité d'ailleurs. Voilà. Oui. Le clivage, les partis politiques vont fonctionner comme ils veulent, les syndicats vont mettre la pression et on sera dans un désordre total. Seule la loi protège. Tout ce qu'on doit faire, c'est que chacun doit remplir son rôle dans la société. Il faut laisser au juge son rôle de régulateur social, de garant de notre démocratie. Je pense que lui aussi, s'il remplit son rôle convenablement, notre démocratie ne s'en portera que mieux. Juge Ibrahima Hamidou Dème, ancien juge, mais bon, voilà, on peut quand même vous laisser le juge quelque part. Vous êtes devenu avocat à la Cour pénale internationale. Vous êtes une personnalité politique aujourd'hui parce que vous dirigez une formation politique. Vous êtes membre de la coalition Art Sénégal et votre parti s'appelle Éthique, Ensemble pour le travail, l'intégrité et la citoyenneté. Revenons maintenant aux élections. Vous êtes investi sur la liste départementale de votre coalition à Thiès. La bataille de Thiès aura lieu. On parle souvent de la bataille de Dakar, mais une bataille peut en cacher une autre, n'est-ce pas? Le département de Thiès est considéré, après Dakar, comme l'un des départements les plus importants. Et du point de vue symbolique, nous sommes peut-être au même niveau que Dakar. Parce que l'histoire politique de Thiès a fait qu'il y a eu beaucoup de figures emblématiques du champ politique. Et c'est un honneur et un grand privilège d'être investi là-bas par notre coalition Art Sénégal pour pouvoir défendre le programme et la vision de notre entité politique. Ça ne va pas être très facile, mais je pense que la vie politique aussi, c'est des défis à relever et nous sommes très honorés de pouvoir essayer de relever le défi de Thiès. Oui, vous ferez face à des coalitions. La coalition Yewwi qui a comme tête de liste Birame Souleye du PASTEF, Benno Bokk Yakaar, M. Augustin Tine de l'APR et d'autres coalitions certainement. Alors, vous avez vos chances intactes, vous pensez que vous pouvez les battre? Oui, je le pense. On ne va pas dans une bataille en pensant la perdre. Ce n'est pas mon état d'esprit. Je mesure la difficulté de la tâche. C'est un défi très important. Thiès est composé de 15 communes, dont les 12 sont des communes rurales. Il y a un important travail qui doit être fait de ce point de vue-là pour faire connaître davantage
coalition. Parce que, comme tous les Sénégalais le constatent, après la naissance de la coalition Art Sénégal, tous les Sénégalais prêtent beaucoup d'attention et portent beaucoup d'espoir par rapport aux personnalités qui composent cette coalition-là. Nous sommes connus de partout, mais il faudra continuer un travail de terrain. Nous sommes à moins de 2 mois de l'élection, mais nous espérons que le travail qui a été fait déjà avec les élections territoriales, le respect, la considération et l'espoir que les Sénégalais portent aux personnalités qui composent cette coalition-là peut faire la différence et que nous pourrons gagner Thiès. Justement, une bataille de Thiès marquée par des présents, certes, comme votre présence, mais par des absents aussi. Il faudra remonter à très longtemps pour voir pratiquement une absence de Rewmi à cette bataille, même si Rewmi fait partie de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Mais il y a un absent, c'est le maire Babacar Diop, qui finalement n'a pas été investi par la coalition à laquelle il appartient, Yewwi Askan Wi, au niveau de Thiès en tout cas. Votre commentaire? J'ai pas de commentaire. Rewmi avec Idrissa Seck quand même, icône, figure emblématique de la vie politique à Thiès. J'ai pas de commentaire de ce point de vue-là parce que c'est Yewwi est une coalition, peut-être ils ne peuvent pas investir tout le monde, mais bon, voilà, c'est une structure qui a fait une percée lors des dernières élections. Nous essaierons, nous aussi, de travailler pour pouvoir renverser la tendance. Vous avez connu des difficultés dans vos investitures? Bien sûr, il faut à la vérité reconnaître que les investitures ne sont pas faciles. Le choix de la personne qui sera tête de liste n'a pas été facile du tout. Oui, vous avez retenu Thierno Alassane Sall finalement? Nous avons finalement retenu Thierno Alassane Sall. Ce n'était pas facile, ah oui, parce que pas d'autres facile. Avaient la même ambition. Il faut le reconnaître et c'est tout à fait normal. Oui. Voilà, mais on a véritablement dépassé ces difficultés-là et maintenant toute la coalition est soudée. Thierno Alassane Sall le dit lui-même, chacune des personnalités qui composent cette coalition-là, je vais les citer, Théodore Monteil, Sode Marème Ndiaye, qui sont députés et qui font un excellent travail, Thierno Bokoum, Cheikh Oumar Sy, qui étaient députés dans la 12e législature et qui ont accompli un travail formidable. Abdourahmane Diouf, Thierno Alassane Sall, vous-même, qui sont connus, voilà, et bien d'autres personnalités. Et il n'y a pas beaucoup de femmes au passage. En tout cas, parmi les figures marquantes. Parmi les figures, ça, oui, on le reconnaît, mais je Vous risquez d'avoir des problèmes avec les femmes. Non, du tout, parce que nous n'avons pas, nous avons réussi à respecter la parité. Nous avons présenté des listes qui sont paritaires. Vous savez, Mamoudou Ibra Kane, la parité est une chose extraordinaire qu'il faudra mettre au crédit du président Abdoulaye Wade. C'est très compliqué parce que les femmes s'impliquent dans la politique. Elles sont très actives, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont présentes dans les grandes instances. Et je pense que la parité cherche à régler cette inégalité-là. Vous n'êtes pas présent dans tous les départements? On n'a pas pu le faire. Je pense qu'à part Benno Bokk Yakaar, toutes les autres coalitions ne sont pas présentes dans tous les départements. Beaucoup de départements? Pas beaucoup. Oui. Je pense moins d'une dizaine. Moins d'une dizaine. Nous sommes présents dans tous les grands départements. Quel est votre programme? Quel est votre programme de législature, vous, Art Sénégal? On a tendance même à l'oublier. On parle souvent de problèmes de personnes d'investis ou de non-investis. Programme de législature, mais vraiment de manière très succincte. Oui. Actuellement, nous devions
actuellement, c'est la période où on devait parler de programme. Toutes les coalitions qui vont être présentes lors des élections devaient présenter leur programme, leur projet de société. Dans notre coalition, nous aurons dû le faire il y a 15 jours. Nous étions prêts, nous avons notre contrat de législature, nous l'appelons contrat de législature. Oui. Nous avons travaillé là-dessus depuis plus d'1 mois, mais malheureusement avec ce contentieux, oui, nous n'avons pas pu le présenter aux Sénégalais, mais ce sera chose faite, je pense, au cours de la semaine prochaine. Citez-moi un exemple de ce que vous allez faire. Il y a beaucoup de choses, oui. Nous n'allons pas dévoiler complètement. C'est un contrat de législature. Toutes les questions qui intéressent les Sénégalais, nous l'avons fait de manière très inclusive. Oui. Nous avons consulté les Sénégalais, les pêcheurs, les agriculteurs, les travailleurs, les syndicalistes. Et nous avons fait un programme qui va intéresser les Sénégalais dans l'essentiel de leurs préoccupations. On va terminer rapidement notre émission, Ibrahima Hamidou Dème. Dernière question sur la diplomatie quand même. Il y a le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui a rencontré son homologue russe, Vladimir Poutine, à Sotchi, en Russie. Il est prévu un entretien en ligne, conférence en ligne avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il y a aussi cette médiation réussie du khalife général des Niassènes, Cheikh Mahi Niasse, au Darfour, au Soudan, le Sénégal, sur la scène internationale. Nous nous en félicitons. Nous félicitons le khalife des Niassènes pour cette brillante victoire diplomatique. Nous souhaitons que le président Macky Sall puisse réussir. Ces démarches pour qu'il y ait la paix, ce serait quand même une grande victoire pour le Sénégal, pour l'Afrique. Ce que je veux dire par là, nous sommes certes des opposants. Quand nous sommes dans notre pays, nous avons peut-être des concurrences, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, nous l'exprimons. Mais si le Sénégal brille à l'extérieur, nous tous nous applaudissons. Donc nous espérons que les démarches du président vont aboutir pour que ça soit couronné d'une importante victoire diplomatique. Avocat à la Cour pénale internationale, ce conflit ukrainien entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que vous avez crainte que ça puisse atterrir un jour devant la Cour pénale internationale? Le bureau du procureur a commencé déjà des démarches, a commencé des enquêtes. Oui. Parce qu'il y a des soupçons de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre et de crimes de génocide. Il y a un travail qui a débuté. Un travail qui a été fait en Ukraine. Voilà, nous suivons cela. Mais je pense que la Cour pénale internationale, bien que je sois avocat là-bas, ne doit pas être une juridiction qui suit la volonté politique de certains dirigeants. Oui. On sait que les puissances occidentales, effectivement, voilà, c'est ce qu'elles souhaitent. Qu'il y ait des poursuites, que l'ONU a été même saisie également dans ce sens. Mais justement, cette enquête, elle vise qui? Non, parce que l'enquête, oui, je pense, probablement vise la Russie. La Russie alors que et son président, Vladimir Poutine. Une guerre, oui. Je pense que de part et d'autre, il doit y avoir... Comme des enquêtes ont visé des chefs d'État africains, oui, cette enquête viserait Vladimir Poutine? Je pense, mais au moins des militaires qui ont participé à des faits jugés criminels. Mais je pense que les enquêtes doivent être faites de part et d'autre, parce que quand il y a une guerre, il y a sûrement des excès de part et d'autre. Il faudra faire une enquête transparente
qui va concerner toutes les deux parties. Aar Sénégal va-t-elle manifester le 7 juin aux côtés de Yewwi Askan Wi, par exemple? En tout cas, personnellement, parfois j'ai des positions personnelles. Je pense qu'une manifestation doit être motivée et une manifestation doit être faite dans l'intérêt des Sénégalais. S'il y a des manifestations sur la cherté de la vie, parce que sur les problèmes de santé, d'éducation et tout ça, nous allons y participer. Mais pas pour des conflits électoraux dont la plupart sont de la responsabilité des entités politiques. Merci. Merci beaucoup Ibrahima Hamidou Dème. Il est le leader du parti éthique Ensemble pour le travail, l'intégrité et la citoyenneté, membre de la coalition Aar Sénégal, ancien magistrat, devenu avocat à la Cour pénale internationale. Mamour Ibra Kane pour vous présenter ce jury du dimanche. À la réalisation, Babacar Ndiaye et son équipe, Iba Mar Sène à la prise de son, prise de vue, Augustin Mandan. Au texte pour le compte d'Imedia.sn, Cheikh Moussa Sarr. À la photo, Abdoulaye Silla. Réseaux sociaux, Fatimata Ba Biram Pouy. Merci de nous avoir écoutez et regardez. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.